Bonsoir Lydia, bonsoir aux participants, ou bon après-midi selon où vous êtes. Je m'appelle Léonce Moussavi et je suis formateur francophone du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, ou PFPR en sigle. Je suis accompagné de ma collègue Lydia Djamarez, et qui est coordonnatrice des services en français du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés. Nous allons animer la séance aujourd'hui qui donnera une démonstration de comment préparer et soumettre une demande de parrainage des réfugiés au moyen du portail de la résidence permanente du représentant pour les demandes de parrainage privé des réfugiés. Et dans cette séance, il s'adresse tout particulièrement aux avocats et aux consultants en immigration. Cette séance aura une durée de 2 heures et sera plutôt chargée, mais nous ferons une courte pause au milieu. La séance sera enregistrée pour que vous puissiez accéder aux renseignements après la séance. Nous vous enverrons cet enregistrement dès qu'il sera prêt. Dans les semaines à venir, nous allons également préparer des courtes vidéos de démonstration de certaines étapes et fonctionnalités du portail pour que vous n'ayez pas à regarder l'enregistrement au complet. Plutôt pour ceux qui n'auraient pas pu regarder l'enregistrement au complet. Nous vous enverrons un courriel lorsque ces vidéos seront prêtes. Nous vous enverrons également des diapositives de la présentation dans un courriel de suivi, ainsi qu'un document comportant des renseignements complémentaires sur lesquels nous ne pouvons pas nous attarder aujourd'hui. Je donnerai davantage de précisions sur ce document dans quelques instants. Alors, parlons de la reconnaissance des territoires où nous sommes. Moi, je suis à Ottawa. Alors, puisque nous nous rencontrons aujourd'hui en mode virtuel, je voudrais par commencer la reconnaissance que nous nous trouvons dans différentes régions de ce que l'on appelle maintenant le Canada et que nous résidons sur le territoire traditionnel de plusieurs Premières Nations. Comme je vous disais, je vous joins à partir d'Ottawa. Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Les peuples de la nation Anishinaabe-Algonquin vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichiront toujours. Je rends hommage au peuple et au territoire de la nation Anishinaabe-Algonquin. Je rends hommage aussi à toutes les Premières Nations, à tous les Inuits et à tous les Métis, de même qu'aux précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Alors maintenant, je voudrais vous passer la parole à Lydia, qui va aussi prononcer la reconnaissance du territoire de Toronto où elle se trouve. Alors, merci beaucoup, Léonce. Alors, effectivement, je vous rejoins aujourd'hui à partir de la région du Grand Toronto, qui est située sur les terres traditionnelles des Mississauga de Crédit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat. Et ce territoire abrite toujours de nos jours de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et je reconnais également que la ville de Toronto est couverte par le traité 13 avec les Mississauga de Crédit. Et on vous invite à consacrer du temps à l'apprentissage, à la réflexion et à la reconnaissance de l'histoire des peuples des Premières Nations qui résident dans votre communauté et à réfléchir à comment nous pouvons chacune et chacun avancer à notre façon dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Et Léonce, je te repasse la parole pour la suite de la présentation. Merci.
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se servir de la plateforme GoToWebinar, vous devriez voir quelque part sur votre écran un panneau de configuration semblable à celui que je vous montre à l'écran en ce moment. Celui que vous voyez est peut-être en français. Si vous avez de la chance, mais sinon, il ressemble à ce qu'il y a sur ma diapositive. Je vais vous donner quelques précisions sur les fonctionnalités de ce panneau. Si vous voulez réduire le panneau de configuration, vous pouvez cliquer sur cette flèche orange. Si vous voulez agrandir le panneau de configuration, il suffit de recliquer sur la flèche orange. Votre son est coupé en ce moment. Alors, nous ne pouvons pas vous entendre. Mais on aura du temps pour des questions à la fin du webinaire. Vous pouvez poser vos questions de deux façons différentes à ce moment-là. Vous pouvez soit lever la main en cliquant sur l'icône de la main. Et pendant la séance des questions et réponses, nous allons allumer votre micro pour que vous puissiez la poser oralement. Vous pouvez également taper votre question dans la boîte au bas du panneau de configuration. Pendant la séance des questions et réponses, nous lirons les questions dans l'ordre dans lequel nous recevrons. Si vous avez des problèmes techniques, par exemple, vous ne pouvez pas m'entendre, servez-vous également de cette boîte pour nous avertir. Si vous m'entendez à ce moment, je vais vous demander de taper « Oui » dans la boîte. Alors, je pense que nos participants sont un peu gênés. Il n'y a personne qui a répondu oui, mais moi, je t'entends, Léonce. Alors, je pense que ça va bien et qu'on t'entend très bien. OK, merci. Alors, finalement, il y a également un document que vous pouvez télécharger à partir du panneau de configuration dans la boîte Handout, qui devrait normalement se trouver au bas du panneau, mais qu'on ne voit pas sur la diapositive. Ce document comporte des renseignements supplémentaires auxquels nous ferons brièvement allusion aujourd'hui, mais sur lesquels nous ne pouvons pas nous attarder. Dans ce document, vous trouverez une terminologie pertinente au portail et des définitions. Un tableau des rôles d'utilisateurs et des autorisations dans le portail et des renseignements sur comment choisir un répondant principal, c'est-à-dire le membre du groupe de parrainage qui commence la demande dans le portail. On va également vous envoyer ce document par courrier. Mais si vous pouvez le parcourir pendant la séance, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le nom du fichier dans la boîte Handout. Quand vous cliquerez sur le fichier, le document ne va pas se télécharger automatiquement. Il va d'abord s'ouvrir dans une page web et vous pouvez le télécharger à partir de cette page web. Alors, avant de commencer cette séance, nous allons rapidement vous expliquer qui nous sommes dans ce programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés et ce que nous faisons. Alors, c'est un programme national. Mais nous ne formons pas les groupes de parrainage du Québec, puisque cette province a son propre système d'immigration et un programme de parrainage collectif des réfugiés, qui est différent du programme fédéral de parrainage privé des réfugiés. Les enseignements qui seront partagés dans cette séance ne s'appliqueront donc pas nécessairement au Québec. Nous appuyons tous les types de groupes de parrainage.
à savoir les groupes de 5, les répondants communautaires et les organismes signataires d'entente de parrainage que l'on appelle communément CEP, ainsi que toutes les personnes qui appuient ces groupes de parrainage, comme les conseillers en établissement, les avocats et les consultants en immigration. Le programme de parrainage, le programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés est financé par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, ou IRCC. Et ce programme est administré par Catholic Cross Cultural Services, qui est un organisme d'établissement dans le Grand Toronto, où Lydia travaille. Même si notre bureau principal est à Toronto, nous avons une présence à travers le Canada et nous avons des formateurs dans toutes les provinces à l'exception du Québec. Nous avons du personnel francophone ou bilingue à Edmonton, Toronto et à Ottawa. Vous trouverez les coordonnées de toute notre équipe sur notre site web qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, comme vous le voyez, nous sommes en Colombie-Britannique, à Vancouver, Alberta, Calgary, Edmonton, Saskatchewan, Manitoba, Winnipeg, dans les provinces de l'Atlantique, Fredericton, Halifax, Ontario, Grand Toronto, sud de l'Ontario et Ottawa. Voilà notre site web pour nous contacter. Alors, ce que nous faisons, là, on va parler du mandat du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, qui est de fournir de l'information, de la formation et des ressources sur tous les aspects du parrainage privé des réfugiés. Et notre public cible, ce sont les groupes qui parrainent et qui envisagent de parrainer des réfugiés, ainsi que toute autre personne au Canada qui s'intéresse au parrainage privé des réfugiés. Nous soutenons les groupes de parrainage qui s'intéressent au programme de parrainage privé des réfugiés. Nous soutenons aussi les groupes de parrainage de plusieurs façons différentes, comme en offrant des ateliers et des webinaires en virtuel et en présentiel sur plusieurs sujets différents concernant le parrainage des réfugiés et dont les exigences du programme et le contenu du dossier de demande, ainsi que les obligations des groupes de parrainage et la transition de la vie après le parrainage. Nous offrons aussi des cours de formation en ligne pour celles et ceux qui peuvent approfondir leur connaissance du programme de parrainage privé des réfugiés. Nous créons aussi des ressources et des outils pour aider les parrains à s'acquitter de leurs obligations, comme par exemple, nous avons conçu un outil calculateur du soutien financier pour que les parrains puissent facilement calculer correctement le soutien financier qu'ils doivent fournir aux personnes parrainées. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. On diffuse des renseignements et des mises à jour sur le programme de parrainage privé des réfugiés au nom d'IRCC auprès de la communauté de parrainage au moyen de notre liste de diffusion. Au moyen de notre site de diffusion. Et notre site web sauver une ressource complète comportant les fiches d'information, des webinaires enregistrés et des documents d'IRCC sur le programme. Le gros de notre travail est de répondre aux questions du public sur le programme de parrainage privé des réfugiés, que ce soit par téléphone, courriel ou rendez-vous. Nous avons d'ailleurs récemment inauguré notre ligne d'aide dont le numéro se trouve à l'écran, que vous pouvez appeler de 9h à 19h heure de l'Est, du lundi à vendredi.
nos formateurs aident les groupes de parrainage à préparer leur dossier de demande en y jetant un coup d'œil avant que le parrain soumette la demande à IRCC et pour s'assurer qu'elle est complète et remplie correctement. Après cette brève introduction, notre ordre du jour, comme vous pouvez le voir, il est très surchargé. Alors, nous allons partager beaucoup de renseignements au cours de cette séance. Nous allons d'abord expliquer certaines nouvelles notions concernant la soumission des demandes de parrainage des réfugiés dans le portail de résidence permanente du représentant et comment accéder au portail en fonction du rôle que vous jouez dans la demande. Nous allons ensuite expliquer comment utiliser le nouveau portail de la résidence permanente, étape par laquelle pour soumettre une demande de parrainage des réfugiés. La première étape est comment commencer une demande et y inviter des participants, dont des membres du groupe de parrainage et le demandeur principal réfugié. Dans la deuxième étape, nous verrons où télécharger les documents personnels de chaque membre du groupe invité à la demande. Dans la troisième étape, nous verrons comment remplir la demande, y compris les formulaires numériques intégrés dans le portail et les formulaires PDF. On parlera ensuite de comment téléverser les documents justificatifs et autres formulaires complémentaires. Et finalement, on en arrivera à la déclaration du demandeur principal et à ce qu'il faut faire si le demandeur principal réfugié ne peut pas accéder au portail. La toute dernière étape de la présentation portera sur les courriels automatiques émis par le portail et sur les actions qu'il faut continuer d'effectuer à l'extérieur du portail. Nous aurons du temps pour les questions à la toute fin de la présentation, mais nous vous invitons à taper votre question dans la boîte à questions. Dès qu'elle viendra à l'esprit, pour ne pas l'oublier. Gardez à l'esprit que nous ne pourrons pas répondre aux questions portant sur un cas précis, ni expliquer les formulaires en détail. Nous offrons d'autres webinaires pour parler davantage du contenu du dossier de demande. Alors maintenant, parlons de la découverte du nouveau portail de la résidence permanente. Dans ce portail de la résidence permanente du représentant, ou le portail de la résidence permanente du représentant, dont vous vous êtes sans doute déjà servi, a été étendu et il permet depuis le 1er novembre 2023 de soumettre en ligne des demandes de parrainage des réfugiés. Il y aura un délai de grâce pendant la période de transition de l'envoi des demandes par courriel à la soumission en ligne uniquement. Le délai de grâce va s'étendre jusqu'au 31 décembre 2023. L'avantage de ce portail est qu'il permet d'accéder aux formulaires et de remplir certaines d'entre eux directement en ligne. Il se veut également un guichet unique qui offre la possibilité de déverser les formulaires et documents justificatifs, puis de soumettre la demande, le tout à partir d'un seul endroit. Ce portail permet également d'envoyer des données privées
de façon plus sécuritaire. De plus, ce portail permet de rendre plus efficace la création des dossiers dans le système d'IRCC et qui rendra le traitement plus rapide. Les représentants en immigration qui sont rémunérés pour leurs services pourront amorcer et soumettre des demandes de parrainage privé des réfugiés à l'aide de leur identifiant de connexion au portail des représentants au nom de leurs clients, que ce soit des groupes de 5, des organismes répondants communautaires ou des organismes signataires d'entente de parrainage. Et voyez maintenant comment les représentants en immigration, c'est-à-dire les avocats et les consultants en immigration, peuvent soumettre des demandes au nom de leurs clients au moyen du portail numérique. Et sur ce sujet, je repasse la parole à ma collègue Lydia, qui va vous parler en long et en large ce sujet en ce qui concerne les représentants en immigration, à savoir les avocats et les consultants, comment ils le font. Lydia, la parole est à vous. Merci beaucoup, Léonce. Oui, malheureusement, effectivement, ça sera vraiment une présentation en long et en large. C'est une présentation qui est très détaillée. Alors, j'espère que vous pourrez tous vous y retrouver quand même et en retirer des éléments essentiels. Mais avant de passer au portail à proprement parler, je vais présenter quelques notions de base qui sont essentielles à l'utilisation du portail de la résidence permanente ou au portail RP, comme je vais l'appeler d'ici jusqu'à la fin de la présentation. Alors, dans le document que Léonce a évoqué dans l'introduction, que vous pouvez télécharger à partir du panneau de configuration de GoToWebinar dans la section Handout, vous verrez qu'il y a un glossaire de notions pertinentes à la soumission de demande de parrainage de réfugiés par l'entremise du portail. Je ne vais pas parler de toutes ces notions, mais je voudrais attirer votre attention sur une seule de ces notions qui est centrale à l'emploi du portail RP et sur laquelle nous reviendrons souvent au cours de ce webinaire. Alors, cette notion, c'est la notion de répondant principal. Le rôle du répondant principal en tant qu'utilisateur du portail RP dépend de votre rôle à vous en tant que représentant en matière d'immigration. Alors, il y a deux scénarios possibles, principaux. Dans le premier scénario, le représentant en immigration agit au nom du groupe de parrainage au Canada. Les membres du groupe de parrainage que, à titre de rappel, IRCC appelle des répondants devront désigner un membre parmi les membres du groupe comme étant le répondant principal. Dans ce cas-ci, le représentant en immigration commence la demande dans le portail et il ou elle remplira les formulaires et téléversera tous les documents requis au nom du groupe de parrainage. Mais vous, en tant que représentant en immigration, vous devrez obligatoirement inviter un répondant principal à la demande. Le système ne vous permettra pas d'avancer si vous ne saisissez pas les informations du répondant principal. La fonction principale de l'invitation du répondant principal, c'est de permettre à cette personne qui est le répondant principal de recevoir les courriels automatiques envoyés par le portail qui indiquent que certaines actions ont été effectuées. Ceci dit, le répondant principal, même s'il a été invité dans le portail, n'est pas obligé de travailler sur la demande ni de téléverser quoi que ce soit dans le portail s'il ne le souhaite pas. Le deuxième scénario, c'est que le représentant en immigration agit au nom du demandeur principal réfugié. Dans ce cas-ci, c'est le répondant principal, c'est-à-dire un des membres du groupe de parrainage, qui commencera la demande dans le portail RP ordinaire dont se servent les demandeurs, donc qui est différent de votre portail RP du représentant à vous. Et donc, par l'entremise du portail RP ordinaire, le répondant principal invitera
le représentant en immigration du demandeur principal réfugié à la demande pour qu'il ou elle puisse remplir les formulaires et téléverser les documents du demandeur principal. Dans ce deuxième scénario, le représentant du demandeur principal ne pourra pas accéder aux formulaires ni aux documents du groupe de parrainage. C'est uniquement les formulaires et les documents du demandeur principal réfugié. Alors, on va voir les différentes tâches ou les différentes autorisations des différents utilisateurs du portail lorsque c'est le représentant rémunéré qui agit au nom des répondants qui commencent la demande. Alors, comme on vient de le voir, le représentant en immigration qui agit au nom du groupe de parrainage doit d'abord inviter un répondant principal à la demande. Donc, cette étape est obligatoire pour commencer la demande dans le portail. Si votre client, c'est un groupe de 5, n'importe quel membre du groupe peut être désigné comme étant le répondant principal. Alors, vous devrez indiquer dans le portail le nom du membre du groupe qui a été désigné comme point de contact principal pour vous. Si le client, c'est plutôt un organisme répondant communautaire, dans ce cas-là, il faudrait utiliser une seule adresse de courriel choisie par l'organisme et réservée aux activités de parrainage de l'organisme. Alors, par exemple, si l'organisme s'appelait bouée de sauvetage et que la personne ressource de l'organisme utilisait une adresse comme par exemple bouée de sauvetage à commercial parrainage pour aider les réfugiés.org, vous devriez utiliser cette même adresse pour inviter l'organisme à la demande et ça sera ensuite la même adresse qui sera utilisée pour toutes les communications avec IRCC au sujet des demandes envoyées par cet organisme. Il est possible que les membres du groupe veuillent retenir le contrôle ultime sur la demande et dans ce cas-là, ils ne voudront peut-être de vos services que pour la préparation du dossier du demandeur principal, comme on l'a vu sur la diapo précédente. Et dans ce cas-là, c'est plutôt le répondant principal qui vous inviterait, vous, à une demande qu'il ou elle a amorcée dans le portail. Mais pour cette diapo-ci, on va s'en tenir au scénario où, en tant que représentant rémunéré, c'est vous qui agissez au nom des répondants. Alors, on va voir maintenant les tâches que vous aurez en tant que représentant rémunéré. Vous devrez amorcer la demande et vous devrez inviter le répondant principal. On l'a déjà répété à plusieurs reprises. Vous devrez également, vous aurez la possibilité d'inviter ou de supprimer d'autres membres du groupe à la demande. Vous pourrez également inviter le demandeur principal réfugié au portail. C'est facultatif, ça dépendra de la situation du demandeur principal, de s'il a accès à une connexion Internet fiable et s'il maîtrise suffisamment le français ou l'anglais. Donc ça dépendra. Mais en tant que représentant rémunéré, vous devrez également vérifier que tous les bons formulaires ont été téléversés et qu'ils ont été remplis correctement. Vous devrez vérifier les documents qui ont été joints à la demande et vous serez la seule personne qui pourra soumettre la demande à IRCC lorsqu'elle sera terminée. Et vous devrez également fournir une copie de la demande soumise au répondant et au demandeur principal. Alors, on verra dans quelques instants qu'il est possible de télécharger une demande, mais seulement une fois qu'elle a été soumise. De plus, en tant que représentant du groupe de parrainage, vous pourrez voir l'état de toutes les demandes que vous avez commencées au nom du groupe de parrainage et ces états, donc c'est en cours ou soumis ou retournés. On en parlera davantage dans quelques minutes. Vous pourrez également voir, remplir, modifier ou supprimer les demandes qui n'ont pas encore été soumises. Vous pourrez envoyer de nouveau les mots de passe temporaires aux membres du groupe
s'ils n'accèdent pas au portail avant que le mot de passe temporaire dans le courriel d'invitation soit expiré. Et vous pourrez télécharger la demande complète soumise sous forme de fichier zip. Et vous aurez aussi la possibilité de voir les documents personnels de tous les membres du groupe, y compris leurs documents d'identité et leurs documents financiers. Alors, on va maintenant voir les actions que peuvent effectuer les personnes qui ont été invitées à la demande, mais qui n'ont pas commencé la demande. Alors, premièrement, les personnes qui ont été invitées à la demande ne sont pas obligées d'accéder au portail, comme je l'avais évoqué il y a quelques instants, mais il est quand même obligatoire d'ajouter les membres du groupe de parrainage, y compris le répondant principal, bien sûr. Et vous, en tant que représentant du groupe de parrainage, vous pouvez remplir tous les formulaires et téléverser tous les documents pertinents. La seule chose que vous ne pouvez pas faire dans le portail, c'est que vous ne pouvez pas signer le formulaire de consentement et de déclaration du demandeur principal. Et ça, personne d'autre ne peut le faire. Seul le demandeur principal peut signer son formulaire de consentement et de déclaration. Alors, on va maintenant voir ce que les membres invités à la demande peuvent et ne peuvent pas faire. Alors, ils ont la possibilité de créer un compte utilisateur, de voir la liste des demandes auxquelles ils ont été invités, de voir ou de modifier les formulaires du demandeur principal et de sa famille. Donc, toutes les personnes impliquées dans la demande dans le portail peuvent travailler sur les formulaires des personnes réfugiées. Les personnes invitées peuvent aussi téléverser des documents personnels d'identité ou financiers et au nom du demandeur principal, et ils peuvent bien sûr téléverser leurs propres formulaires et documents justificatifs en tant que répondants. Et par contre, ils n'ont pas la possibilité d'inviter ou de supprimer des membres du groupe. Ils ne peuvent pas non plus soumettre ni supprimer des demandes. Seule la personne qui commence la demande a le droit de soumettre ou supprimer les demandes. Et les personnes invitées n'ont pas non plus le droit, bien sûr, de voir ou de modifier des demandes auxquelles ils n'ont pas été invités, même si certains membres de leur groupe participent à d'autres parrainages. S'ils n'ont pas été invités, ils ne peuvent pas les voir, ou même si leur représentant en immigration appuie plusieurs groupes de parrainage, on peut seulement voir les demandes auxquelles on a été invité. Et chose très importante, les personnes invitées à la demande ne peuvent pas voir les documents personnels et d'identité ou financiers des autres membres du groupe. Donc ça, il y a des sections où les renseignements sont partagés. On va voir ça plus tard quand on sera rendu dans le portail lui-même. Alors, on a déjà vu que, en tant que représentant rémunéré, votre rôle dans la demande de parrainage détermine comment vous allez accéder au portail et surtout quelles seront vos tâches dans la préparation de la demande. Alors, juste pour récapituler, si vous êtes désigné en tant que représentant du demandeur principal réfugié, et vous devrez ouvrir une session dans le portail RP du représentant, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça sera le répondant principal qui amorcera la demande dans ce scénario-là. Alors, si vous représentez uniquement le demandeur principal, le répondant principal commence la demande et il vous invite à vous joindre à la demande. Sachez qu'une fois qu'un représentant du demandeur principal a été ajouté à une demande, il ne peut plus être supprimé dans le portail. Alors, si la demande n'a pas encore été soumise et que il faut changer de représentant ou supprimer le représentant du demandeur principal, la seule façon de le faire, c'est de supprimer la demande au complet et de commencer une nouvelle demande. Si par contre, on veut faire un changement au représentant du demandeur principal une fois que la demande a été soumise, il faudra alors communiquer avec IRCC par courriel pour le faire.
Si par contre vous êtes désigné en tant que représentant du groupe de parrainage au Canada, vous allez toujours ouvrir une session dans le portail RP du représentant, mais c'est alors vous qui aurez la responsabilité d'amorcer la demande et vous devrez inviter le répondant principal à la demande. Je vais sauter les informations supplémentaires sur cette diapo. Elles ne sont pas extrêmement pertinentes ce soir, mais je veux juste ajouter qu'on ne fera pas de démonstration de comment créer un compte d'utilisateur dans le portail RP du représentant ce soir parce que vous l'avez sans doute déjà fait. Mais par contre, on va expliquer comment les membres du groupe de parrainage peuvent créer, quelles sont les étapes à suivre pour créer un compte de membres du groupe, parce que vos clients vont peut-être vous demander comment le faire, ils vont demander des conseils. Alors, on va vous expliquer rapidement comment les membres du groupe peuvent créer leur compte d'utilisateur dans le portail. Alors, au cas où vous seriez le représentant du demandeur principal et que le répondant principal aurait à commencer la demande, ils vont quand même peut-être s'adresser à vous pour savoir comment créer un compte. Alors, on va voir comment créer un compte de répondant principal dans le portail RP ordinaire auquel accèdent les groupes de répondants. Alors, les répondants, pour créer un nouveau compte utilisateur, devront bien sûr utiliser une adresse de courriel valide. Pour les groupes de 5, le répondant principal devrait se servir de l'adresse de courriel personnel dont il se servira pour communiquer avec IRCC. Et ça devrait bien sûr être une demande que cette personne vérifie assez souvent pour voir s'il y a eu des notifications soit du portail, soit d'IRCC. Chose très importante à rappeler à vos clients, c'est qu'une fois qu'un compte utilisateur a été créé dans le portail RP, ils ne pourront plus changer l'adresse de courriel qui lui est associée. Donc, il faut réfléchir si une personne a plusieurs adresses de courriel, il faudra réfléchir à l'avance à quelle adresse choisir pour créer le compte utilisateur. Pour les répondants communautaires, comme je l'avais évoqué un peu plus tôt, il serait utile de créer une adresse de courriel réservée aux activités de parrainage de l'organisme, dont l'organisme se servira pour toute communication avec IRCC, et de créer le compte répondant principal à l'aide de ce courriel. Et là encore, c'est le même principe. Une fois qu'un compte utilisateur est créé dans le portail RP, on ne peut plus changer l'adresse qui lui est associée. Alors, le groupe de parrainage devrait se servir de la même adresse qui est associée avec le compte utilisateur lors de toute communication avec IRCC au sujet de la demande, de toute demande soumise par l'entremise du portail. Alors, on va maintenant voir comment amorcer une demande dans le portail. Le processus est le même que ce soit un représentant en immigration qui commence la demande ou que ce soit le répondant principal. Alors, vous allez bien sûr ouvrir une session dans le portail, puis vous allez vous rendre dans la page d'accueil du portail. Vous allez faire défiler jusqu'au bas de la page d'accueil. Et rendu ici, vous pouvez ignorer le côté droit de la page parce qu'il s'applique aux personnes qui sont déjà au Canada, qui veulent soumettre une demande pour leur carte de résident permanent. Mais c'est du côté gauche que vous devez vous rendre pour commencer une nouvelle demande ou pour consulter vos demandes qui sont en cours. Et encore une fois, on vous rappelle qu'il y a une seule personne qui peut cliquer sur ce bouton pour commencer une nouvelle demande pour chaque demande. Et cette personne, c'est soit le représentant, soit le répondant principal, soit vous en tant que représentant en immigration du groupe de parrainage. Tous les autres membres du groupe qui ont été invités à la demande pourront uniquement cliquer sur le bouton « Consulter ma demande de résidence permanente ». Alors, avant de voir comme les étapes suivantes pour terminer de créer la nouvelle demande, on va, voilà le rappel, on va voir à quoi ressemble la liste des demandes qui ont déjà été créées
à l'intérieur du portail. Alors, imaginons qu'on a déjà créé un certain nombre de demandes dans le portail. Sur cette diapo, on vous montre la liste des demandes à partir du portail RP ordinaire des membres du groupe de parrainage. La raison pour laquelle on vous montre la liste des demandes dans le portail ordinaire plutôt que dans votre portail à vous, c'est parce que, encore une fois, vos clients pourraient avoir des questions sur ce qu'ils voient dans la liste des demandes et qu'il serait utile de savoir ce que voient vos clients de leur côté pour éviter des malentendus. Alors, cette liste de demandes ressemble à la liste que vous voyez dans le portail RP, mais elle n'est pas tout à fait identique. Alors, encore une fois, on voit la liste des demandes du point de vue du répondant dans le portail RP ordinaire. Le répondant voit toutes les demandes qu'il a amorcées ou auxquelles il a été invité. Si le membre du groupe avait été invité à une seule demande, par exemple, si c'était un membre d'un groupe de 5 qui n'était pas le répondant principal, il ne verrait que la demande à laquelle il avait été invité. Par contre, si on était dans le compte d'une personne qui avait été invitée à plusieurs demandes ou qui avait amorcé plusieurs demandes, on verrait toutes les demandes auxquelles cette personne avait été invitée à condition d'avoir utilisé la même adresse de courriel pour chaque demande. Alors, dans la première colonne, on voit le nom de la demande. Donc, il s'agit d'un nom qui est choisi au moment d'amorcer la demande. Ce titre n'a aucune valeur officielle aux yeux d'IRCC. Le nom de la demande sert uniquement à aider les personnes qui utilisent le portail à identifier une demande particulière facilement. Alors, si c'est vous qui choisissez le nom de la demande au moment de commencer la demande, choisissez un nom qui aidera le groupe de parrainage, qui aidera vos clients à identifier cette demande rapidement. Surtout si vous aidez le groupe de parrainage à soumettre plusieurs demandes. Alors, dans votre portail à vous, en tant que représentant, dans la première colonne, vous voyez le nom du client qui, même dans les demandes de parrainage privé des réfugiés, le nom du client, ça sera le nom du demandeur principal réfugié. Alors, par rapport au nom de la demande, il n'y a pas de règles précises à suivre pour nommer les demandes. Alors, on vous suggère une convention possible qui serait d'utiliser le nom de famille du demandeur principal en majuscule, suivi du prénom, suivi de la date de naissance pour pouvoir repérer cette demande facilement. Si votre client fait partie d'un organisme répondant communautaire qui collabore avec d'autres organismes ou avec des individus, c'est-à-dire avec des partenaires de parrainage, il pourrait être utile d'ajouter aussi le nom du partenaire de parrainage au nom de la demande pour que ça soit plus facile de retrouver la demande en question. Une fois qu'une demande est soumise, il est possible de la télécharger à partir de la liste des demandes. Alors, vous verrez qu'à ce moment-là, en dessous du nom de la demande, il y aura un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour télécharger la demande pour ensuite la conserver dans vos dossiers et la partager avec les répondants et avec le demandeur principal. Dans la colonne suivante, on a le programme d'immigration pertinent. Donc, pour les parrainages de réfugiés, ça sera toujours réfugiés. Mais on peut voir dans cette liste que ce répondant principal en question avait également soumis une demande dans le programme de regroupement familial qui vient d'être mise en évidence au bas de l'écran. Alors, c'est tout simplement pour indiquer que peu importe le programme d'immigration, toutes les demandes se trouvent dans la même liste. Ensuite, la troisième colonne, c'est la catégorie de la demande. Donc, ça indique que c'est
une demande qui a été soumise par un groupe de 5 ou par un répondant communautaire ou par un signataire d'entente de parrainage. Dans la colonne suivante, on a la date de soumission pour les demandes qui ont été soumises à IRCC, où ça comprend aussi la date de retour d'une demande qui a été soumise mais jugée incomplète par IRCC. Et la colonne suivante, c'est la colonne du statut. Et là, il faut faire attention parce que ce n'est pas le statut, l'état de la demande, l'état de traitement de la demande, c'est le statut ou l'état de la demande à l'intérieur du portail uniquement. Alors, les possibilités ici, c'est que si la demande a été amorcée dans le portail et qu'elle est en cours de préparation, mais n'a pas encore été soumise, elle sera signalée en jaune orangé avec la mention en cours. Pour les demandes qui ont été soumises à IRCC, elles seront indiquées en vert avec la mention soumis. Et pour les demandes qui ont été soumises mais retournées par IRCC, parce qu'elles sont jugées incomplètes, elles seront signalées en rouge avec la mention retournée. Et ensuite, on a la colonne action. Alors, les actions qui peuvent être effectuées dans cette colonne, c'est qu'on peut cliquer sur visualiser pour ouvrir la demande et travailler dessus ou pour la voir. Et à côté, il y a aussi le bouton de la poubelle pour supprimer les demandes. Mais encore un petit rappel que seul le répondant principal ou le représentant en immigration peut supprimer la demande. Si un membre du groupe voulait se retirer de la demande, il ne pourrait pas le faire lui-même. Il faudrait qu'il en parle avec le répondant principal ou avec le représentant. Et le répondant principal ou le représentant sont les deux seules personnes qui peuvent supprimer d'autres membres du groupe. Alors, on revient dans le portail maintenant pour voir les dernières étapes de création d'une demande. Alors, la demande peut être amorcée soit par le répondant principal, à partir de la page d'accueil du portail RP ordinaire, soit par le représentant rémunéré du groupe de parrainage à partir du portail RP du représentant. Alors, pour commencer une nouvelle demande, comme on l'a vu, on peut soit, donc ça c'est nouveau en fait, on peut cliquer sur le menu du haut de la page, donc vers le coin supérieur gauche, sur le menu de demande de résidence permanente et on peut choisir commencer une nouvelle demande. Ou la deuxième option, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure où on peut faire défiler la page d'accueil vers le bas puis cliquer sur commencer une nouvelle demande. Alors ensuite, pour commencer une nouvelle demande, il faut remplir certains renseignements. Alors pour que le système puisse générer la demande, vous devez identifier le type de demande que vous souhaitez créer. Alors, comme vous le savez sans doute déjà, le portail RP est utilisé pour plusieurs volets d'immigration. Alors, il faut préciser qu'il s'agit d'une demande de parrainage privé de réfugiés et il faut aussi préciser le type de groupe de parrainage pour que le système puisse afficher les formulaires appropriés. Alors, pour ce faire, vous allez cliquer d'abord sur le menu du programme pour lequel vous soumettez une demande et vous allez cliquer sur réfugiés. Ensuite, vous allez cliquer dans le menu de la catégorie pour laquelle vous présentez une demande et vous allez choisir le programme de parrainage privé de réfugiés. Et finalement, dans le menu du type de groupe, vous allez choisir le type de groupe pertinent. Nous, dans tous nos exemples, dans ce webinaire, on va toujours choisir un groupe de 5. Alors, voilà. Et ensuite, vous voyez le champ du nom de la demande dont j'avais parlé tout à l'heure. Mais sachez en fait que, encore une fois, l'image qu'on montre en ce moment, c'est du point de vue du portail RP ordinaire. Vous, en tant que représentant, vous devrez, avant de remplir le nom de la demande, saisir quelques renseignements à propos du répondant principal. Et on va voir ça dans quelques instants. Mais j'en profite pour vous rappeler que donc, ce nom sert à aider les participants à retrouver une demande particulière, mais gardez à l'esprit qu'une fois que la demande aura été créée, vous ne pourrez plus
changer le nom de la demande non plus. Donc, il y a plusieurs choses auxquelles il faut réfléchir et qu'il faut décider avant même de créer un compte et de commencer une demande dans le portail. Alors, lorsque vous aurez rempli tous les champs, vous allez cliquer sur « Continuer » et il faut ensuite saisir les renseignements du répondant principal pour terminer de commencer la demande. Encore une fois, on vous rappelle que dans un groupe de 5, n'importe quel membre du groupe pourrait être désigné en tant que répondant principal. Si le groupe décidait d'amorcer lui-même la demande sans l'aide de représentants en immigration, il serait utile de choisir comme répondant principal une personne qui est assez à l'aise avec l'informatique et qui a le souci du détail, parce que cette personne devra passer en revue toute la demande, s'assurer que tous les renseignements ont été saisis, que tous les formulaires ont été remplis correctement et que tous les documents exigés ont été téléversés dans le portail. Ça devrait aussi être une personne qui est relativement discrète parce que le répondant principal, tout comme le représentant en immigration, si le groupe de parrainage en a un, peut voir les renseignements et les documents de tout le monde dans le portail. Alors, il faut que ça soit quelqu'un d'assez discret auquel on fait confiance. Comme je l'ai répété déjà plusieurs fois, concernant différents renseignements qu'il faut saisir dans le portail, une fois qu'on a choisi un répondant principal, on ne peut plus le changer, à moins de supprimer la demande et d'en commencer une nouvelle avec un autre répondant principal. Alors, tous les champs qui sont précédés d'une astérisque rouge sont obligatoires. Vous devez donc saisir au moins le nom de famille du répondant principal. Pour les représentants en immigration qui commencent une demande au nom de leur client dans le portail RP du représentant, vous devrez également donner une adresse de courriel pour le répondant principal. Et lorsque vous cliquez sur le bouton « Continuer », vous verrez une bannière verte tout en haut de la page. Je ne sais pas, elle n'est pas très claire sur la diapo, je le reconnais, mais en haut du dessin de l'ordinateur, il y a une bannière verte qui est encadrée de rouge dans la diapo, qui indique que vous avez créé la demande avec succès. Alors, c'est déjà une première étape de franchie. À ce stade-ci, vous pouvez vous pouvez continuer à travailler sur la demande, mais vous pouvez aussi fermer la session dans le portail et continuer à travailler plus tard sur cette demande. Donc, sachez tout simplement que, bien sûr, il n'est pas obligatoire de terminer toute la demande d'un seul coup. Vous pouvez vous interrompre, sauvegarder, quitter le portail, y revenir plusieurs jours plus tard. Et pour accéder à la liste de vos demandes, quand vous reviendrez dans le portail pour travailler sur vos demandes, vous pouvez cliquer sur le menu de demande de résidence permanente dans le coin gauche de la page et cliquer sur voir mes demandes. Alors, je vous montre en ce moment, encore une fois, la liste des demandes du portail RP ordinaire. Juste pour vous montrer ce que voit le répondant une fois que une demande a été créée. Alors, la demande qu'on a créée il y a quelques instants se trouve dans cette liste maintenant, à la fin, au bas de l'écran, à côté de la flèche verte. Mais voici votre tableau de bord à vous dans le portail RP du représentant. L'image n'est pas très claire. J'en suis désolée, mais donc sachez que la demande qu'on vient de créer en tant que représentant en immigration se trouve également dans la liste à côté de la flèche verte. Votre tableau de bord, comme on l'a dit plus tôt, est légèrement différent de celui de vos clients. Alors, vous verrez le nom du client demandeur principal dans la première colonne, mais vous ne verrez ce nom qu'une fois que vous aurez saisi le nom du demandeur principal dans le profil du demandeur principal. Et on va voir comment faire ça dans la prochaine diapo. Alors, pour continuer à travailler sur une demande, il suffit de cliquer sur le bouton « Visualiser » de la rangée pertinente de la liste des demandes. Et une fois que la demande aura été commencée, l'étape suivante, c'est de créer le profil du demandeur principal.
avant de parler de ces renseignements-là, je vais juste sauter quelques parties qui sont un peu moins pertinentes. On va voir comment créer le profil du demandeur principal. Alors, on vous demande certains renseignements de base sur le demandeur principal, comme la langue de correspondance préférée, le nom de famille, le prénom bien sûr et la date de naissance. Et ensuite, vous devrez saisir des éléments de l'adresse postale du demandeur principal réfugié, ainsi que vous pourrez indiquer si l'adresse du domicile est identique à l'adresse postale, et sinon, vous saisirez les éléments de l'adresse résidentielle. Et si c'est pertinent, vous pourrez ensuite cliquer sur un bouton au bas de la page pour ajouter des personnes à la charge du demandeur principal réfugié. Alors, une fois que vous cliquez sur ce bouton, une nouvelle boîte va apparaître où vous pourrez saisir les renseignements de la personne à charge. Et lorsque vous aurez saisi ces renseignements, le bouton de sauvegarde deviendra actif et vous cliquerez dessus pour enregistrer les informations de la personne à charge. Et sur la page suivante, vous verrez que cette personne à charge a été ajoutée à la demande. À partir de cette page, vous pourrez modifier les renseignements de la personne à charge si vous en avez besoin. Et vous pourrez aussi possiblement supprimer cette personne si c'est nécessaire. Et une fois que vous aurez terminé d'ajouter les renseignements des personnes à charge, vous pouvez ajouter d'autres personnes à charge tout de suite ou plus tard. Et une fois que vous aurez ajouté les renseignements de toutes les personnes à charge, vous pourrez cliquer sur enregistrer et continuer. Et la prochaine étape, donc on commence la demande, on crée le profil du demandeur principal et ensuite la troisième étape, c'est d'inviter d'autres participants à la demande. Alors pour ce faire, il faut se rendre dans un des onglets qui se trouve dans le coin supérieur droit de la page. Je vois que malheureusement, on a des petits problèmes avec l'image. Alors, les onglets en question sont en anglais sur cette diapo. On les verra en français plus tard, mais il y a l'onglet profil du demandeur principal qu'on vient de voir, l'onglet membres du groupe et l'onglet demande. Alors, pour inviter les membres du groupe, il faut se rendre dans l'onglet membres du groupe. Et si c'est un répondant principal qui a commencé la demande, c'est lui qui devra ajouter les autres signataires à la demande. Mais si c'est un représentant rémunéré agissant au nom du groupe de parrainage qui a commencé la demande, c'est plutôt vous qui allez inviter les autres membres du groupe. Dans un groupe de 5, il faut inviter les 5 membres du groupe à la demande. Donc, en plus du répondant principal, il faut aussi inviter les autres 4 membres du groupe. Si vous aidez un répondant communautaire qui collabore avec un partenaire de parrainage, vous pourrez également inviter ce partenaire de parrainage à la demande. Lorsque vous ajoutez des personnes à la demande, elles peuvent remplir les formulaires qui sont intégrés dans le portail, elles peuvent téléverser des formulaires et des documents justificatifs, mais je vous le rappelle, elles n'ont pas le droit de soumettre la demande. Seules les personnes qui commencent la demande peuvent la soumettre et pour chaque demande, il y a une seule personne qui peut commencer la demande, soit le répondant principal, soit le représentant en immigration du groupe de parrainage. Alors, pour inviter un autre membre du groupe, on va cliquer sur « Inviter un autre répondant ». Et donc, ça vous amènera à une page où vous pourrez saisir les renseignements des autres membres du groupe. Comme ici, on a ajouté les renseignements d'Amélie Dubois. Et on va ensuite cliquer sur « Envoyer l'invitation ». Et une fois qu'on aura envoyé l'invitation, la personne qui a été ajoutée à la demande, donc dans ce cas-ci, Amélie Dubois, elle va recevoir un courriel automatique envoyé par le portail. Cette personne devra accéder au portail en cliquant sur le lien qui se trouve dans le courriel et à l'aide du mot de passe temporaire qui se trouve dans le courriel automatique. Alors, on peut, dans cette image, voir la personne qu'on vient d'ajouter à la demande. C'est Amélie Dubois. En haut, on a Joël Gagnon, qui est le répondant principal, et ensuite Amélie et les membres du groupe. Vous voyez que les renseignements de chaque personne apparaissent comme des blocs distincts.
dans la section des membres du groupe. Pour les groupes de 5, il y aura un message d'erreur s'il y a moins de 5 personnes. Si moins de 4 personnes ont été invitées à la demande, outre le répondant principal. Mais une fois que les 5 membres du groupe auront été invités, le message disparaîtra. Si jamais vous devez retirer un membre du groupe, vous pouvez le faire. Vous avez l'autorisation de le faire. Vous pouvez le faire à partir de cette page en cliquant sur « Retirer un membre du groupe », mais vous pouvez seulement le faire avant de soumettre la demande. Une fois que la demande aura été soumise, si vous devez remplacer un membre du groupe, il faudra communiquer avec IRCC par courriel. Vous avez aussi la possibilité de renvoyer le mot de passe temporaire. Ce mot de passe expire après 30 jours. Alors, si le membre du groupe n'a pas accédé au portail avant ces 30 jours, il faudra lui renvoyer le mot de passe temporaire. Et chaque membre du groupe peut cliquer sur plus de détails pour voir son propre bloc de renseignements. Ils ne peuvent pas, s'ils ont été invités à la demande, accéder aux renseignements protégés des autres membres du groupe. C'est dans cette partie protégée qu'il faut téléverser les documents qui comportent des renseignements, disons, délicats. Par exemple, les documents d'identité ou les documents financiers. Seule la personne invitée et le répondant principal ou le représentant en immigration peuvent consulter les documents téléversés par les membres du groupe. Sinon, les membres du groupe qui ont été invités à la demande ne peuvent pas les regarder dans leur bloc protégé entre eux. Alors, voici à quoi ressemble la partie protégée pour un membre d'un groupe de parrainage. Alors, pour un membre d'un groupe de 5, il y a plusieurs documents qui peuvent être téléversés dans cette partie. Faites attention et suivez bien le guide de demande de parrainage qui s'applique au type de groupe de parrainage pour vous assurer de bien téléverser tous les documents requis. Vous allez me dire, certains documents sont signalés comme étant obligatoires parce qu'il y a une astérisque rouge qui est très petite à l'écran, mais à l'écran, on voit que l'évaluation du répondant, la preuve de statut au Canada et les rapports de police sont obligatoires. Effectivement, ces documents et formulaires-là sont obligatoires, mais ce ne sont pas les seuls documents qui sont obligatoires. Il pourrait y avoir d'autres documents et formulaires qui ne sont pas signalés comme étant obligatoires, qui sont obligatoires pour certains utilisateurs du portail. Alors, le portail n'est pas très sophistiqué. Il est en mesure seulement d'indiquer que certains documents sont obligatoires pour tous les utilisateurs d'une catégorie en particulier et pas ou qu'il n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais seulement pour certaines personnes. Alors, fiez-vous toujours au guide de demande de parrainage pour vous assurer de bien joindre les bons documents. Alors, je vais vous donner des exemples de certains formulaires qui ne sont pas et documents qui ne sont pas signalés comme étant obligatoires, qui pourraient l'être dépendant de la configuration du groupe que vous aidez à préparer la demande. Alors, par exemple, le profil financier, et il est je vais revenir un peu en arrière, juste pour indiquer que pour téléverser les documents dans cette section, vous pouvez cliquer sur le gros bouton « Télécharger » qui signifie en fait téléverser. Mais maintenant, parlons justement de ces formulaires qui ne sont pas signalés comme étant obligatoires, donc qui ne sont pas précédés d'une astérisque rouge. Par exemple, le profil financier. Les membres du groupe qui contribuent financièrement au parrainage doivent obligatoirement téléverser le formulaire profil financier. Ce document n'est pas signalé comme étant obligatoire parce que les membres d'un groupe de 5, par exemple, qui ne contribuent pas financièrement, ne doivent pas le téléverser. Alors, puisque ce formulaire n'est pas obligatoire pour les 5 membres du groupe nécessairement, il n'est pas signalé comme étant obligatoire.
Mais par contre, il est quand même obligatoire pour certains membres du groupe. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit toujours, ne tombez pas dans les pièges du portail et fiez-vous plutôt à la demande, au guide de demande pour vous assurer de bien téléverser tous les bons documents. Ensuite, c'est pareil pour les preuves de fonds, donc les avis de cotisation pour justifier la capacité financière des membres du groupe. S'ils contribuent financièrement, il faut les téléverser, mais cette catégorie non plus, elle n'est pas signalée comme étant obligatoire. Par contre, dans le scénario où le groupe de parrainage, au lieu de s'engager à verser une partie de son revenu pour certains membres, le groupe de parrainage décide plutôt de ramasser tout l'argent à l'avance et de le déposer dans un compte bancaire. Dans ce cas-là, il faut soumettre plusieurs documents pour juste démontrer les fonds qui ont été déposés à la banque et justifier la provenance des fonds. Donc, il faut soumettre une lettre de la banque, des relevés bancaires, des explications de comment s'est effectuée la collecte de fonds et des documents à l'appui. Tous ces documents-là, dans ce scénario-là, doivent être téléversés dans la section, le bloc du répondant principal, parce que ce sont des documents qui touchent l'ensemble de la demande et non pas seulement un répondant particulier. Alors, c'est dans le bloc du répondant principal et on télécharge ça dans la rangée des autres documents et vous pouvez voir à l'écran qu'on peut télécharger téléverser plutôt plusieurs documents dans cette section. Les documents que vous allez téléverser dans le portail doivent se conformer à certaines exigences et vous devez suivre certaines conventions d'appellation ou de dénomination des fichiers. Alors, si vous avez déjà soumis une demande à IRCC, une demande de parrainage à IRCC par courriel, vous savez qu'il y a plusieurs exigences pour la taille des fichiers, le nom des fichiers. Malheureusement, c'est encore le cas dans le portail. Alors, on va voir ces exigences tout de suite. En ce qui concerne les types de fichiers qui sont acceptés par le portail, c'est uniquement les fichiers au format PDF, les images au format JPG, JPEG ou PNG, ou les documents doc ou docx qui sont acceptés. Pour la taille du fichier, malheureusement, les fichiers ne doivent pas dépasser 4 mégaoctets pour être acceptés par le portail. Et si vous téléversez des images, il faut que la résolution minimale de ces images soit de 540 pixels par 420 pixels. Tous ces renseignements, par ailleurs, se trouvent dans le document que vous pouvez télécharger à partir de la section Handout. Ensuite, il y a une convention d'appellation des fichiers précise. Donc, vous devez suivre le modèle qui est à l'écran, qui est de mettre nom, prénom, type de document, numéro si vous soumettez plusieurs documents du même type. Et il faut aussi faire attention aux caractères acceptés dans les noms des fichiers. On peut seulement utiliser des lettres majuscules ou minuscules ou des chiffres, des tirets, des traits de soulignement ou des points. Aucun caractère spécial et ça inclut les accents. Alors, si le nom du document ou le nom de la personne aurait normalement un accent, il ne faut pas mettre d'accent, il faut mettre une lettre sans accent pour que le portail accepte le fichier. Je vais rapidement donner un exemple pour mieux comprendre la convention d'appellation des fichiers. On va prendre l'exemple d'un demandeur principal et de sa famille, ainsi qu'un groupe de répondants fictifs. Disons que le demandeur principal voulait téléverser des preuves de ses études. Donc, il a un diplôme et un certificat et il veut les soumettre tous les deux. La première possibilité, ça serait de téléverser chacun de ces documents séparément dans le portail et vous verrez qu'on les nommerait de façon presque identique avec le nom de famille, le prénom du demandeur principal, preuve d'études et ensuite 1 et 2 pour signaler qu'il y a plusieurs documents du même type. La deuxième option, c'est si vous pouvez, de fusionner les deux documents en un seul et de téléverser cet unique document dans le portail à condition que
que le document ne dépasse pas les 4 mégaoctets. C'est le même principe pour les photos. Vous pourriez téléverser les photos de chaque membre de la famille en suivant la même convention de dénomination, ou vous pouvez fusionner toutes les photos en un seul document PDF, encore une fois à condition que ce document ne dépasse pas 4 mégaoctets. Dans ces deux cas, IRCC préfère l'option fusion. IRCC préfère avoir moins de documents que plus. Ça permet aux agents de se retrouver plus facilement. Alors, si possible, tentez de fusionner les documents. Ensuite, rapidement, pour les autres formulaires et documents, c'est le même principe de convention de dénomination. Donc, il faut utiliser un titre, une version abrégée du titre du formulaire ou du type de document pour que les agents puissent bien s'y retrouver. Alors, pour l'annexe 2 du demandeur principal, on mettrait le nom du demandeur principal, son prénom et annexe 2. Même principe pour le document de détermination de statut de réfugié, c'est nom, prénom, séparés par des tirets et DSR, par exemple. Pareil pour la déclaration du demandeur principal qui sert de signature. Et c'est la même chose pour les documents du groupe de parrainage. Alors, pour l'engagement de parrainage et plan d'établissement, on met quand même le nom de famille du demandeur principal, prénom, engagement. Engagement, ça suffit. En ce qui concerne les documents particuliers des membres du groupe de parrainage, il faudrait alors indiquer le nom du répondant. Alors, si les répondants veulent soumettre leur profil financier, il faut mettre le nom de famille du répondant prénom profil financier et pareil pour les formulaires qui sont particuliers à un répondant en particulier. Donc, il faut mettre, par exemple, pour l'évaluation du répondant qui doit être soumis par chaque membre du groupe, il faut mettre nom, prénom, donc nom et prénom du répondant et évaluation répondant. Alors, on a vu comment inviter des membres du groupe au portail. On va maintenant voir comment inviter le demandeur principal au portail. Alors, si on fait défiler vers le bas de la section des membres du groupe, vous avez la possibilité d'inviter le demandeur principal réfugié à la demande, ainsi qu'un représentant du demandeur réfugié. Ce représentant peut être rémunéré ou non, et il agit au nom du demandeur principal réfugié uniquement en l'aidant à remplir les formulaires et à téléverser ses documents. Mais le représentant du demandeur principal ne touche pas à la demande du groupe de parrainage. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'inviter le demandeur principal réfugié s'il n'a pas accès à Internet ou s'il n'est pas à l'aise avec les ordinateurs. Alors, il est possible de répondre non à la question de si le demandeur principal pourra signer sa demande numériquement dans le portail. Mais si on répond non, il faudra téléverser une version PDF du formulaire de déclaration signé par le demandeur principal. Et on reverra ça plus tard dans la séance. Si vous ou le répondant principal invitez un représentant qui communiquera avec IRCC au nom du demandeur réfugié, il faudra saisir le nom et l'adresse de courriel du représentant et vous devrez indiquer s'il s'agit d'un représentant enregistré ou non. Alors, vous le savez sans doute mieux que moi, mais pour être sur la même longueur d'onde, les représentants en immigration enregistrés sont des représentants rémunérés, comme des avocats ou des consultants en immigration. Si le représentant du demandeur principal n'est pas enregistré, on le considère donc comme un représentant non rémunéré. Et peu importe qu'il soit rémunéré ou non, le représentant du demandeur principal devra quand même téléverser le formulaire de recours au service d'un représentant pour être autorisé à communiquer avec IRCC au nom du demandeur principal. Si vous choisissez je vais revenir. Si vous choisissez non, vous signalez que le représentant ne se fait pas payer pour communiquer avec IRCC au nom du demandeur. Alors, très souvent, il s'agira d'un membre de la famille ou d'un ami du demandeur principal qui se trouve au Canada.
une fois que vous cliquerez, que vous aurez ajouté les informations sur ce représentant, le représentant recevra un courriel d'invitation envoyé par le système et sera invité à créer un compte utilisateur dans le portail RP ordinaire parce qu'il n'est pas rémunéré. Ce représentant aura les mêmes autorisations que le demandeur principal, c'est-à-dire qu'il peut voir uniquement les formulaires et les documents du demandeur réfugié et non les documents du groupe de parrainage. Par contre, si vous choisissez oui, pour signaler que le représentant est enregistré, ce représentant rémunéré recevra une invitation à se joindre à la demande par l'entreprise du portail de résidence permanente du représentant. Si vous êtes le représentant rémunéré du demandeur principal, vous ne verrez pas les renseignements des membres du groupe, comme on l'a dit, puisque vous n'avez pas commencé la demande. Alors, comme vous le savez déjà, sans doute, lorsqu'un représentant rémunéré crée son compte utilisateur dans le portail du représentant, il faudra fournir un numéro d'identification de membre, le nom de l'entreprise ou du cabinet, ainsi que le nom de l'organisme de réglementation duquel ce représentant est membre. Alors, pour récapituler, pour l'instant, on a vu comment accéder au portail, comment commencer une demande, comment inviter des membres du groupe, comment remplir le profil du demandeur principal. On va maintenant finalement voir comment remplir la demande dans le portail, mais je vous avais promis une petite pause et on a largement débordé sur le temps. Alors, on va quand même faire une pause de 5 minutes. Alors, bon retour de pause. Tel que promis, on va maintenant parler de la demande en tant que telle. Alors, le répondant principal, les membres du groupe, le demandeur principal et le représentant en immigration peuvent tous en principe accéder au portail pour remplir les formulaires qui sont intégrés dans le portail ou pour téléverser les documents exigés. Alors, pour accéder finalement à la section du portail où on constitue le dossier de demande en tant que tel, il faut cliquer sur le menu ou l'onglet des demandes dans le coin supérieur droit de la page. Une fois rendu dans la section des demandes, du côté gauche de la page, vous verrez un menu de navigation. J'ai des soucis. Voilà le menu de navigation qui vous permet de vous rendre rapidement, de sauter d'une section à l'autre de la page des demandes. Si c'est la première fois que vous vous rendez sur cette page, on vous recommande quand même de lire attentivement, de faire défiler la page manuellement et de lire attentivement le préambule. Accorder une attention particulière à la section avant de commencer une demande. Vous y trouverez des liens pour accéder aux guides pertinents pour votre type de groupe de parrainage ou pour le type de groupe de parrainage que vous appuyez. Et il y a également un lien vers une liste de contrôle des documents qui doivent être joints à la demande. Un point très important, tellement important qu'il est même écrit de façon explicite dans le portail, c'est que vous n'aurez pas à remplir tous les formulaires qui se trouvent sur cette page. Comme vous le savez très bien, le portail RP est utilisé pour presque tous les programmes d'immigration. Il y a donc plusieurs formulaires et documents qui concernent d'autres programmes d'immigration qui n'ont rien à voir avec le programme de parrainage privé des réfugiés. On vous rappelle donc, encore une fois, qu'il est très utile, qu'il est très important de suivre les consignes du guide et la liste contrôle pour le type de demande en question. Alors, on va maintenant cliquer sur le menu pour nous rendre dans la section du formulaire IMM 0008, le formulaire de demande générique pour le Canada. Dans la section de ce formulaire, dans la page des demandes, vous voyez que ce formulaire tombe sous la rubrique des formulaires numériques. En ce moment,
Seuls les formulaires de demande générique pour le Canada et l'annexe A antécédent déclaration du demandeur principal réfugié sont intégrés au portail et peuvent être remplis directement dans le portail. Tous les autres formulaires doivent encore être remplis. C'est encore des PDF qu'il faut remplir comme maintenant, puis les téléverser dans le portail. Donc, vous voyez que la section suivante, c'est les formulaires PDF. Et puisqu'on a en exemple une demande d'un groupe de 5, vous voyez que les deux formulaires qui se trouvent dans cette section, qui sont signalés comme étant obligatoires, sont l'engagement de parrainage et plan d'établissement du groupe de 5, ainsi que l'annexe 2, réfugiés hors Canada du demandeur principal. Donc, vous devez remplir ces formulaires à l'extérieur du portail. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté au portail au moment de les remplir, mais une fois que les formulaires auront été remplis et signés, vous pouvez cliquer j'ai juste oublié une petite remarque. Avant même de les remplir et de les signer, vous pouvez les télécharger à partir du portail, donc à partir du lien qui se trouve en dessous du code du formulaire. Donc, même si vous ne pouvez pas les remplir dans le portail, vous pouvez quand même les télécharger à partir du portail. Pour les téléverser, une fois qu'ils seront remplis, vous pouvez cliquer sur le gros bouton bleu dans la rangée pertinente pour ajouter ces formulaires-là à la demande. Pour l'annexe 2, réfugiés hors Canada, tous les membres de la famille du demandeur principal qui sont âgés de 18 ans et plus doivent remplir ce formulaire-là. Et sachez que vous pouvez téléverser ce formulaire de chaque membre de la famille au même endroit. Donc, une fois que vous avez téléversé le formulaire du demandeur principal, vous pouvez ensuite cliquer à nouveau sur le bouton télécharger pour téléverser le formulaire de son épouse ou des enfants âgés de plus de 18 ans. Vous pouvez donc téléverser plusieurs documents du même type dans une rangée particulière. Alors, on va maintenant s'attarder un peu plus longtemps sur la version numérique du formulaire de demande générique pour le Canada, qui donc est intégré dans le portail. Il y a d'abord un préambule, bien sûr. On vous recommande encore une fois de lire attentivement. Si c'est vous qui remplissez le formulaire au nom du demandeur principal réfugié, sachez qu'on vous demandera des renseignements qui se trouvent sur le passeport du demandeur principal ou sur sa carte d'identité nationale ou encore sur son document de statut de réfugié. Alors, si vous le pouvez et si le demandeur principal a ces documents-là, il serait utile d'en avoir une copie sous la main pour pouvoir remplir ce formulaire. Alors, une fois que vous aurez lu le préambule, vous pouvez cliquer sur « Continuer » et nous voilà donc arrivés dans le formulaire IMM 008. Il y a encore une fois un menu sur la gauche qui vous indique les différentes sections du formulaire. Vous devez remplir et enregistrer tous les champs requis d'une section avant de passer à la section suivante. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que la question sur la communauté où le demandeur principal réfugié a l'intention de vivre n'est pas signalée comme étant obligatoire dans le formulaire. Mais ça ne signifie pas que vous pouvez le laisser en blanc. Alors, le formulaire de demande générique pour le Canada sert pour tous les programmes d'immigration, pour tous les programmes de résidence permanente. Et cette question-là n'est pas obligatoire pour certains programmes d'immigration, mais elle l'est pour d'autres questions. Alors, c'est pour d'autres programmes. Alors, c'est pour ça qu'elle n'est pas signalée comme étant obligatoire, alors que pour le programme de parrainage privé des réfugiés, elle l'est. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que vous devez vous fier au guide et à la liste contrôle plutôt qu'au portail, parce que le portail pourrait vous induire en erreur. Donc, si vous avez des doutes, allez voir le guide. Alors, lorsque vous aurez saisi des réponses pour tous les champs obligatoires, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer et continuer ». Et là, on est donc
vous pouvez quand même retourner et remplir ou changer les informations que vous avez déjà remplies à un moment ultérieur s'il vous manquait des renseignements qui ne sont pas nécessairement obligatoires. Mais qui ne sont pas signalés comme obligatoires, mais qui sont obligatoires pour les demandes de parrainage privé des réfugiés. Quand vous aurez rempli tous les champs obligatoires signalés par une astérisque rouge dans toutes les sections du formulaire, vous verrez une coche verte à côté du nom de la section. Vous vous doutez bien que ça ne veut pas dire que vous avez rempli toutes les sections qui sont obligatoires ou tous les champs qui sont obligatoires pour le programme de parrainage privé des réfugiés. Ça signifie tout simplement que vous avez rempli tous les champs qui sont précédés d'une astérisque rouge. Mais vous savez maintenant, je l'ai déjà répété bien assez souvent, que vous devez vous fier au guide plutôt qu'au portail. Alors, on peut ensuite remplir des renseignements sur les personnes à charge. Il y a bien sûr une section introductive. Sachez qu'avant de remplir les renseignements sur les personnes à charge du demandeur principal, vous devrez avoir ajouté ces personnes au profil du demandeur principal. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve à la fin de la boîte bleue qui vous ramènera dans le profil du demandeur principal où vous pourrez ajouter les personnes à charge. Une fois que vous aurez ajouté les personnes à charge, vous les trouverez dans la liste, dans cette section du formulaire IMM 008. Et une fois que toutes les données personnelles de chaque personne à charge auront été saisies, le formulaire aura un statut de complété. Et une fois que tous ces renseignements-là auront été complétés, le bouton « Remplir et poursuivre la demande » deviendra actif et vous pourrez cliquer dessus pour retourner dans la page de la demande. Vous verrez maintenant une coche verte à côté de l'IMM 008. Attention, ça veut simplement dire que vous avez rempli les champs indiqués signalés par une astérisque rouge. Ça ne signifie pas que vous avez nécessairement rempli tous les champs obligatoires pour le programme de parrainage privé des réfugiés. Alors, on va maintenant jeter un coup d'œil à la section des formulaires de demande supplémentaires. On saute l'IMM 5669, l'annexe A antécédent déclaration. C'est aussi un formulaire intégré au portail. C'est un peu le même principe à l'IMM 008. Alors, je vous en fais grâce. On ne passera pas au travers en détail. On saute la section des formulaires PDF parce qu'on l'a vu tout à l'heure. C'est donc, personnalisé selon le type du groupe de parrainage. Le groupe de parrainage pourrait vouloir ajouter des formulaires de demande supplémentaires. Donc, il y a une section pour ça. Pour ajouter ces formulaires-là, vous pouvez chercher dans la boîte de recherche pour trouver le formulaire en question. Mais sachez que la plupart des formulaires supplémentaires dans cette section concernent d'autres programmes d'immigration. Il y a en fait seulement 3 formulaires qui pourraient concerner éventuellement les demandes de parrainage privé des réfugiés. Le premier des formulaires, c'est le recours au service d'un représentant. Et ça, si vous, en tant que représentant, vous êtes impliqué dans la demande, il sera obligatoire, ce formulaire-là pour vous. Vous devrez le remplir. Mais les 2 autres formulaires sont vraiment facultatifs. Le premier, c'est celui de désignation de représentants dans une collectivité d'établissement prévue. Si certains membres du groupe ne se trouvent pas dans la communauté où va s'établir le demandeur principal, ils doivent alors désigner des personnes dans la communauté qui vont les représenter et on le fait au moyen de ce formulaire-là. Et le troisième formulaire qui pourrait peut-être être pertinent pour le parrainage de réfugiés, c'est le formulaire de déclaration pour parents ou tuteurs légaux qui n'accompagnent pas un enfant mineur immigrant au Canada si le demandeur principal était divorcé et voulait amener ses enfants avec lui au Canada. On va maintenant passer à la section des documents justificatifs qui sont obligatoires pour la demande. Alors, les 2 documents à téléverser dans cette section pour un groupe de 5, c'est les photos du demandeur principal et le
document de détermination de statut de réfugié du demandeur réfugié. Donc, voilà, c'est assez simple, c'est les deux seuls documents de cette section. Alors, on va passer à la section suivante, des documents justificatifs supplémentaires. Le demandeur principal pourrait avoir des documents justificatifs supplémentaires qui appuient son récit. Vous pouvez donc chercher des différents types de documents dans la boîte de recherche. Il suffit en fait de taper la première lettre d'un document, d'un type de document pour accélérer la recherche. On a déjà choisi plusieurs types de documents justificatifs supplémentaires que pourrait vouloir joindre un demandeur principal réfugié. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, la liste de documents possibles est plutôt longue, ça ne cesse de défiler. Et la très grande majorité de ces documents dans cette section n'ont rien à voir, encore une fois, avec le programme de parrainage privé des réfugiés. Ça s'applique plutôt à d'autres programmes d'immigration. Alors, encore une fois, sachez que ne soyez pas déroutés par la très longue liste de documents possibles à télécharger. Il y en a très peu qui sont pertinents pour le parrainage de réfugiés. Mais je voudrais vous avertir plus particulièrement d'éviter un document particulier dans cette liste qui s'appelle l'affidavit de traduction. Alors, si vous voulez télécharger ou téléverser la traduction d'un document du demandeur principal, ce qu'on recommande plutôt pour aider les agents d'IRCC à faire le lien entre l'original et la traduction, c'est de fusionner l'original et la traduction en un seul document, puis de téléverser cet unique document dans le portail. Alors, par exemple, disons que notre demandeur principal veut soumettre ses rapports de police, ses vérifications de casier judiciaire, qui sont en arabe. Alors, ce qu'on ferait dans ce cas-là, on fusionnerait l'original en arabe avec une traduction en français en un seul document et on téléverserait ce document fusionné dans le portail. Et on en arrive maintenant à la dernière section de la demande qui est la déclaration. Vous avez été très patient jusqu'alors. La séance prend un peu plus de temps de ce qu'on avait prévu, mais on en est presque à la fin. Alors, si le demandeur principal n'a pas été invité à la demande, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder au portail, il faudra télécharger une version PDF du formulaire de consentement et de déclaration pour qu'il puisse la signer. Et ensuite, un membre du groupe ou le représentant va télécharger ce formulaire à la section de la déclaration. Si vous ne voyez pas le lien pour télécharger le formulaire et que le gros bouton télécharger n'est pas actif, c'est un signe que vous avez peut-être choisi d'inviter le demandeur à la demande, mais que vous ne l'avez pas fait ou qu'il n'a pas accédé finalement au portail. Alors, pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve à la fin du texte en dessous du bouton télécharger. Ça vous ramènera dans la page des membres du groupe à la section qui pose la question de si le demandeur principal pourra signer la demande numériquement dans le portail ou pas. Alors, on avait cliqué oui, mais le demandeur principal n'a pas pu accéder au portail. Alors, on va changer ça à non. Et si on retournait maintenant dans la déclaration, dans la partie déclaration de la demande, le lien pour télécharger le formulaire se trouverait en dessous du nom, consentement et déclaration. Et une fois que ce formulaire PDF aurait été signé par le demandeur principal, le bouton télécharger serait actif et on pourrait téléverser ce formulaire signé. Si on avait plutôt invité le demandeur principal à la demande et qu'il avait été en mesure d'accéder au portail, dans la section déclaration, le représentant en immigration ou le répondant principal pourrait vérifier si le demandeur principal a signé le formulaire en cliquant sur le bouton visualiser. Mais je tiens à insister que même si les autres membres du groupe
peuvent aider à remplir les formulaires et à téléverser les documents du demandeur principal. Il n'est pas possible de signer la demande au nom du demandeur principal. Il faut que ça soit le demandeur principal lui-même qui signe la demande. Alors, pour signer la demande, le demandeur principal qui a pu accéder au portail, lui, il verrait le bouton « Commencer » et il suffirait de cliquer dessus pour voir à quoi ressemble la déclaration intégrée en ligne. Alors, voilà la déclaration. Il y a encore une fois beaucoup de texte et le demandeur principal doit répondre à certaines questions en haut du formulaire. Ensuite, on fait défiler vers le bas. On recommande au demandeur de lire attentivement tout ce texte pour savoir ce à quoi il consent. Et ensuite, on arrive à la section où le demandeur pourra apposer sa signature électronique. Pour exprimer son consentement, le demandeur devra signer électroniquement la déclaration en tapant son nom complet dans le champ indiqué. Et ça suffit. Donc, un demandeur qui peut accéder au portail ne sera plus obligé de signer la demande à la main. Donc, c'est quand même assez pratique, cette option de devoir taper son nom uniquement. Et ensuite, une fois qu'il aura signé, il pourra cliquer sur « Remplir et poursuivre la demande ». Et lorsque le réfugié aura signé la déclaration, vous pouvez défiler jusqu'au bas de la page de la demande. Donc, vous voyez, il y a un bouton pour confirmer et soumettre la demande. Si ce bouton n'est pas actif, c'est qu'il manque des éléments à la demande. Et il y a des messages d'erreur en dessous du bouton qui vous signalent les éléments manquants. Avant de soumettre la demande, le représentant en immigration ou le répondant principal devra vérifier la demande en détail, s'assurer que tous les éléments exigés ont été saisis, que tous les formulaires et documents ont été téléversés. Vous pouvez ignorer la consigne qui se trouve dans la partie introductive de cette section qui vous demande de vérifier que vous avez inclus la preuve que vous avez payé vos frais parce que bien sûr, il n'y a pas de frais pour le programme de parrainage privé de réfugiés. Donc, on espère qu'IRCC va enlever cette mention-là. Et une fois que tous les éléments manquants auront été ajoutés, le bouton « Confirmer et soumettre votre demande » deviendra actif et vous pourrez cliquer dessus pour soumettre la demande. Alors, bravo, félicitations, on a soumis une demande ensemble. Sachez cependant qu'une fois que la demande aura été soumise, il ne sera plus possible de la modifier dans le portail. La seule exception, c'est si l'agent d'IRCC juge que la demande est incomplète et la retourne. À ce moment-là, le représentant en immigration ou le représentant principal, selon le type de groupe de parrainage, recevra un courriel qui indique les éléments manquants. À ce moment-là, la demande sera déverrouillée dans le portail et il sera possible de revenir dans le portail pour faire les modifications nécessaires et pour soumettre la demande à nouveau. Alors, je vais essayer de très rapidement parler des courriels automatiques qui sont envoyés par le portail. Le premier courriel automatique envoyé par le portail, c'est lorsque la demande est amorcée. Seule la personne qui amorce la demande reçoit ce courriel. Donc, dans ce cas-ci, c'est le répondant principal. On va voir bientôt ce qui arrive lorsque c'est le représentant en immigration. Si le demandeur réfugié est invité à la demande, il recevra également un courriel émis par le portail. Et c'est le même principe pour les autres membres du groupe qui sont invités à la demande. Ils recevront un courriel qui indique qu'ils ont été invités à la demande, qui les invite à se joindre à la demande au moyen du lien qui se trouve dans le courriel et du mot de passe temporaire. Si un représentant du demandeur principal est invité à la demande, c'est en fait le même principe. C'est comme tout autre membre invité à la demande. Par contre, si c'est le représentant en immigration rémunéré du groupe de parrainage qui amorce la demande, c'est alors lui qui recevra le courriel, il sera le seul, et il devra inviter le répondant principal qui recevra donc un courriel automatique lorsqu'il sera invité.
Si un membre du groupe est supprimé, tous les membres du groupe, toutes les personnes impliquées dans la demande, en fait, qui ont été invitées à la demande, reçoivent un courriel pour indiquer qu'un membre du groupe a été supprimé. Lorsque la demande est soumise, encore une fois, toutes les personnes impliquées dans la demande recevront un courriel automatique. Et lorsque la demande est retournée, le représentant d'immigration du groupe de parrainage ou le répondant principal recevra un courriel automatique pour indiquer que la demande sera retournée, mais ensuite, ils recevront un courriel plus détaillé qui viendra du Centre des opérations de réinstallation à Ottawa, qui indiquera en détail les éléments manquants. Et une fois que la demande aura été soumise à nouveau et jugée complète, à ce moment-là, IRCC enverra un accusé de réception qui confirme que la demande est complète et qui contient un numéro G, un numéro de dossier. Et à partir de ce moment-là, toute communication à propos de cette demande se fera à l'extérieur du portail. Le portail ne sert qu'à soumettre les demandes, à préparer et soumettre. Il y a encore plusieurs choses qu'il faut faire à l'extérieur du portail. Il y a notamment plusieurs types de demandes qui doivent être soumises à l'extérieur du portail, comme les demandes du délai prescrit d'1 an, les demandes du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas, les parrainages, les demandes du programme de parrainage d'aide conjointe. Une chose qui est peut-être un peu plus pertinente pour vous, c'est que si vous devez ajouter une personne à charge, disons si le demandeur principal se marie ou qu'il a un enfant après la soumission de la demande à IRCC, vous devez le faire à l'extérieur du portail, conformément aux exigences actuelles qui sont décrites dans le guide de demande de parrainage pertinent en fonction du type de groupe de parrainage. Et sachez que pour toute autre mise à jour, il faut communiquer avec IRCC à l'extérieur du portail. Si la demande est encore au Canada, il faut communiquer avec le Centre des opérations de réinstallation d'Ottawa par courriel. Si la demande est étrangère, il faut communiquer avec le Bureau des visas au moyen du formulaire web d'IRCC. Et je vais maintenant repasser la parole à Léonce. On a anticipé quelques questions que vous pourriez avoir vues ou que vos clients pourraient vous poser. La première est, comment est-ce que je peux accéder au portail? De quel matériel ai-je besoin? On peut se servir de n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile. Il suffit d'avoir accès à l'Internet. Ça, c'est vraiment une information qui est utile pour ça. Donc, n'importe quel matériel qui a une connexion peut vous aider à avoir accès. Voici à nouveau l'adresse web du portail de résidence permanente ordinaire. La deuxième question est que vos clients pourraient vous poser: comment vont faire les répondants qui ne se sentent pas à l'aise avec l'informatique et avec les ordinateurs? IRCC reconnaît que le portail numérique peut représenter un obstacle à l'accessibilité pour plusieurs clients. Alors, les demandes soumises par la poste seront toujours acceptées. Mais sachez que le traitement des demandes soumises par la poste sera plus long parce qu'il faudra toujours numériser chaque page de chaque document avant de procéder à l'évaluation. Sachez aussi qu'il faudra toujours taper les formulaires à l'ordinateur, même si vous soumettez la demande par la poste. Ça, c'est aussi une deuxième question. Finalement, vous vous demandez peut-être vers qui vous tournez en cas de problème ou de questions sur le portail numérique. Chaque guide de demande de parrainage rédigé par IRCC a été mis à jour et contient désormais
les directives pour soumettre les demandes à l'entremise du portail. Si vous avez des problèmes techniques avec le portail ou avec la soumission de votre demande, vous pouvez demander de l'aide grâce au formulaire web d'IRCC. Notre programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés va aussi proposer plusieurs ressources dans les semaines et mois à venir. Outre cette visite guidée du portail, on mettra aussi de courtes vidéos sur votre chaîne YouTube ou sur notre site web IRCC. Finalement, nos formateurs peuvent vous aider la première fois dont vous servirez du portail. Quand vous allez commencer à vous servir de votre portail, ils pourront vous aider. Si vous avez l'une ou l'autre question, vous pouvez la poser, mais entre-temps, nos coordonnées avec la ligne d'aide du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés et celui qui est affiché. Et vous pouvez l'utiliser de 9h à 19h, heure de l'Est, du lundi au vendredi. Et vous pouvez voir aussi la liste de nos formateurs sur ce site web, rstp.k.fr. Contactez-nous.